Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous sommes le 18 juin 2024. Nous allons célébrer toute la journée l'appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle qui va lancer officiellement la résistance depuis Londres. Mais moi, aujourd'hui, sur cette vidéo, je vais vous parler du de Gaulle écrivain. Et pour ça, je serai accompagné d'un spécialiste de Gaulle et de la Ve République, Pierre Mananti, historien. Alors moi, je connais les mémoires d'espoir ou les mémoires de guerre, mais en fait, on va découvrir qu'il a écrit bien d'autres ouvrages et même de la fiction. On se retrouve de suite après le générique, donc avec Pierre Mananti. Voilà, à tout de suite. Toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France. Le sentiment me l'inspire aussi bien que la raison. Ce qu'il y a en moi d'affectif imagine naturellement la France, telle la princesse des contes ou la Madone aux fresques des murs, comme vouée à une destinée éminente et exceptionnelle. J'ai d'instinct l'impression que la Providence l'a créée pour des succès achevés ou des malheurs exemplaires. S'il advient que la médiocrité marque pourtant ses faits et gestes, j'en éprouve la sensation d'une absurde anomalie, imputable aux fautes des Français, non au génie de la patrie. Mais aussi, le côté positif de mon esprit me convainc que la France n'est réellement elle-même qu'au premier rang, que seules de vastes entreprises sont susceptibles de compenser les ferments de dispersion que son peuple porte en lui-même, que notre pays, tel qu'il est parmi les autres, tels qu'ils sont, doit, sous peine de danger mortel, viser haut et se tenir droit. Bref, à mon sens, la France ne peut être la France sans la grandeur. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue pour cet épisode très spécial de mon podcast Le Salon Littéraire, et pas seulement le podcast parce qu'on est également sur YouTube, donc bonjour également à mes abonnés de YouTube. Ceux du podcast, vous connaissez très bien l'invité du jour qui est Pierre Mananti, mais ceux de la chaîne YouTube, voilà, je vous le présente, Pierre Mananti, historien, spécialiste du gaullisme et de la Ve République. Bonjour Pierre et merci beaucoup de participer à cette émission spéciale. Bonjour Adrien et bonjour à tous ceux qui nous écoutent et nous regardent aujourd'hui Absolument. pour cette émission. Alors, émission spéciale, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes le 18 juin 2024, nous célébrons l'anniversaire de l'appel du 18 juin 40 émis par le général de Gaulle à la BBC en direct de Londres. Et donc, tu es l'auteur, je le rappelle, de plusieurs ouvrages sur De Gaulle et le gaullisme, je l'ai dit tout à l'heure, parmi lesquels donc l'histoire du gaullisme social chez Perrin, une biographie d'Albin Chalandon chez Perrin également, et tout récemment, je t'avais reçu d'ailleurs sur le podcast, et j'en avais parlé sur ma chaîne YouTube, donc Les Barons du gaullisme chez Passé Composé. Aujourd'hui, beaucoup vont parler de l'appel du 10 juin, et c'est normal, mais je te reçois ici pour parler de Gaulle écrivain. Les gens ne savent pas forcément, alors on connaît certains de ses extraits, notamment de ses mémoires de guerre, mais ne savent pas forcément qu'il était un grand écrivain. Donc, est-ce que tu peux nous en dire davantage avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet? Oui, alors c'est vrai que le général de Gaulle a été un grand personnage de notre histoire de France, un grand soldat d'abord qui s'est battu pendant les deux guerres, un grand résistant, tu l'as rappelé, on commémore aujourd'hui l'appel du 18 juin, qui est vraiment la date symbolique du début de la résistance française, un grand homme d'État aussi, il a été président du gouvernement provisoire à la Libération, il a été président de la République pendant une décennie jusqu'en 1969, mais c'est aussi, et c'est une facette moins connue du personnage, un homme de lettres avec un style particulier, qui a écrit de très nombreux livres tout au long de sa vie, pardon, et je crois que cette émission va être l'occasion de présenter un petit peu ses qualités littéraires moins connues. Absolument, mais justement, on va commencer par le début. J'avais eu l'occasion un jour, moi, de lire les premiers écrits de Napoléon, qui s'était également essayé à la fiction, à des pièces de théâtre, et il faut le dire, par honnêteté, ce n'était pas très brillant, et heureusement qu'il n'avait pas poursuivi dans cette carrière d'écrivain. Mais est-ce que tu peux nous parler des premiers écrits de celui qui n'était pas encore le général, mais celui qui était Charles de Gaulle?
Alors, si on veut vraiment parler même des tout premiers écrits, général de Gaulle, le jeune Charles de Gaulle, qui n'est pas encore général à l'époque, a écrit alors qu'il était adolescent deux textes, un roman et une scénette. Un roman qu'il écrit en 1905 qui s'appelle La campagne d'Allemagne, dans laquelle il s'imagine, lui, de Gaulle, en général déjà, mener la revanche des armées françaises contre l'Empire allemand et retrouver l'Alsace-Moselle qui avait été conquise, annexée par les Allemands à la suite de la guerre franco-prussienne de 1870. Alors, c'est un texte qui est souvent cité parce que finalement, De Gaulle s'imagine déjà en général libérant la France. Hmm. Finalement, il fantasme le destin qui sera effectivement le sien. Et puis, c'est un texte où il se voit en commandant des armées françaises à la libération. Et donc, on retrouve beaucoup de ce qui sera par la suite son goût pour l'armée, la stratégie et les affaires militaires. Et puis, il écrit un deuxième texte l'année suivante, une scénette qui s'appelle Une mauvaise rencontre, qui est un texte qui paraît en 1906. Il a 16 ans. C'est d'ailleurs un texte qui est imprimé, contrairement à la campagne d'Allemagne, qui est un texte personnel qu'on a retrouvé dans ses archives. Cette scénette est imprimée à La Chapelle-Moulingeon, dans l'Orne, et c'est une scénette qui raconte l'histoire de deux personnages qui se rencontrent le long d'une route. Un voyageur un petit peu inquiet, pas très audacieux, un petit peu bête, si tu me permets l'expression, et puis un brigand qui va l'entourlouper, qui va le détrousser tour à tour de son chapeau, de ses chaussures, de son manteau, de sa montre, de sa bourse. Et donc c'est un texte qui fait 200, 250 alexandrins, dans lequel on sent vraiment l'influence des lectures du jeune de Gaulle et notamment l'influence d'Edmond Rostand sur son style littéraire. Donc déjà à l'adolescence, un personnage très hétéroclite, mais alors comment est-ce qu'il évolue par la suite? Eh bien, De Gaulle, après ses années adolescentes et ses premiers écrits, fait ses études à Saint-Cyr, des études Hmm, militaires. exactement. Euh, Hmm. il acquiert aussi l'expérience de la guerre, puisqu'il combat pendant la Première Guerre mondiale. Il y est nommé capitaine, il est blessé à plusieurs reprises, il est fait prisonnier par les Allemands, il souffre de 2 années de captivité lors desquelles il mûrit sa réflexion, son regard sur le monde, sur la politique, et puis il mûrit aussi son style d'écriture, sa réflexion, et il va, pendant l'entre-deux-guerres, publier plusieurs livres pour raconter son expérience de guerre et sa vision de l'avenir de la France. Et le premier, c'est La discorde chez l'ennemi, un livre qui paraît en 1924. Alors c'est une somme littéraire qu'il écrit en fait à l'été 1923 sous la forme de 5 études de psychologie politique et militaire et dans lesquelles il analyse les raisons de la défaite de l'Allemagne en 1918. Pourquoi est-ce que les Allemands ont perdu la Première Guerre mondiale? Et donc il insiste à la fois sur les divisions internes au Reich allemand comme cause de la défaite, les erreurs stratégiques du haut commandement militaire allemand, notamment l'engagement d'une guerre sous-marine illimitée qui a poussé les Américains dans la guerre. Et c'est vraiment une analyse intéressante et assez fine, alors qu'on n'est que quelques années après la guerre, des ressorts de la défaite allemande. Et pourtant, de Gaulle est un auteur qui n'est pas vraiment lu par ses contemporains. Il n'y a pas de critique particulière faite par à la fois l'encadrement militaire ou la presse, mais l'ambassade d'Allemagne, elle, s'intéresse déjà au jeune capitaine de Gaulle et acquiert une grande partie des ouvrages qui sont publiés pour prendre connaissance de sa théorie et de sa vision sur les raisons de la chute de l'Allemagne. C'est intéressant ça. Et moi, je connais surtout en tout cas de nom, parce que je l'ai pas lu encore. Il y a le Fil de l'épée, qui est son ouvrage de référence sur sa vision de la guerre et des chefs militaires. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, peut-être? Oui, alors on est quelques années plus tard, presque 10 ans plus tard, en juillet 1932. C'est le deuxième livre du général de Gaulle et tu as Hmm. raison, c'est l'ouvrage de référence sur la pensée militaire du général de Gaulle. Alors, il n'est toujours pas général, il est devenu commandant entre-temps, il poursuit tout doucement sa carrière militaire. Là, c'est un livre qui a eu une grande postérité. Hmm. Chez les amateurs du gaullisme, chez des historiens du gaullisme dont je fais partie, mais aussi dans la galaxie internationale, puisque, petite anecdote qui amusera peut-être nos auditeurs, Richard Nixon, le président américain, lorsqu'il devient président, c'est un lecteur attentif des livres du général de Gaulle et il fait traduire Le Fil de l'épée en anglais. Ah Il oui, en fait même son livre de chevet lorsqu'il arrive à la Maison Blanche. Voilà. Mais à l'époque, le livre n'a pas le succès qu'il aura par la suite. De même que son premier essai, de Gaulle n'est pas encore un homme connu, un écrivain talentueux ou un officier réputé, bien que le livre soit très intéressant puisque de Gaulle y explique ce que c'est que l'art de commander, le rôle du caractère, du prestige chez les officiers, la complémentarité aussi entre le politique d'une part, le militaire d'autre part. Et puis il commence à développer ce qui fait de lui un officier qui commence à être connu dans les années 30, c'est-à-dire sa vision nouvelle et réformatrice de l'armée. Il veut rénover l'armée française, il veut qu'elle puisse faire face aux grands défis internationaux, et pour ça, il veut retrouver le génie militaire français. C'est une des grandes phrases
de l'époque. Alors il commence à avoir quand même quelques petits critiques, commentateurs. Il y a un personnage qui est intéressant qui s'appelle Jean Auburtin, qui sera plus tard un de ses conseillers lorsque De Gaulle sera ministre dans les jours terribles de mai-juin 1940. Et Jean Auburtin, j'ai retrouvé l'article qu'il faisait pour cette émission. Il y célèbre De Gaulle comme, et je le cite, un spécialiste averti des questions militaires à la vaste culture, un écrivain de grande race qui traite d'un grand sujet, la réorganisation des armées françaises. Donc on célèbre à la fois l'officier, la vision militaire des choses, mais aussi l'écrivain à la plume assez trempée. Et De Gaulle va commencer à rentrer dans un certain nombre de cercles de sociabilité, les grands salons parisiens où se rencontrent les politiques, les officiers, les écrivains. Et il va y être beaucoup aidé par un monsieur qui s'appelle le colonel Émile Mayer, qui est un théoricien de l'art militaire, qui tient un salon assez connu à Paris et qui se fait justement le promoteur de Gaulle en lui faisant rencontrer des premières personnalités politiques dans cette première moitié des années 30. Ah oui, d'accord. Donc ça veut dire que De Gaulle, en fait, il s'arrête pas là. Il continue ensuite sa carrière d'écrivain. Alors, il continue d'abord sa carrière militaire, mais Militaire. aussi sa carrière d'écrivain. Tu as raison, il va publier 2 autres livres dans les années 30, notamment aidé par le nouvel entre-gens qu'il a acquis avec sa première publication et puis l'aide du colonel Meyer qu'on vient d'évoquer. Le premier de 2 livres, c'est Vers l'armée de métier, qui paraît 2 ans plus tard, en 1934. Alors, c'est un ouvrage qui est vraiment dans la tonalité anticonformiste de De Gaulle. Voilà. Il s'y inquiète du réarmement de l'Allemagne, il réclame la création d'un corps militaire de blindés, donc en fait une armée de chars pour défendre nos frontières et pouvoir attaquer nos ennemis. Et c'est un livre qui fait polémique parce que les généraux de l'époque sont assez agacés de ces théories militaires, ne partagent pas la vision qu'a le jeune colonel De Gaulle sur la mécanisation des armées françaises. Puis il va publier un 2e livre en 1938, enfin un 4e livre pour être précis, et donc un 2e livre dans cette seconde moitié des années 30, qui est La France et son armée, qui paraît en 1938. Là, c'est vraiment un livre d'histoire qui est très intéressant et amusant, un livre aujourd'hui encore. C'est un livre d'histoire de 7 chapitres où De Gaulle raconte vraiment l'histoire des armées françaises. Alors, ça part des armées de Gaulois qui se battent contre César et les Romains et jusqu'aux combattants de la Première Guerre mondiale. Et De Gaulle, il s'est dit tirer quelques leçons sur à la fois la nécessité politique et stratégique de disposer d'une armée, mais aussi l'importance d'une armée moderne pour faire face aux désordres du monde. Et ce livre en particulier est un très beau succès. Il y a à peu près 6000 exemplaires qui sont vendus à l'époque dans un contexte de montée des tensions internationales, puisque 1938, on rappelle pour nos éditeurs, ce sont les accords de Munich et c'est l'invasion allemande de la Tchécoslovaquie. Donc l'Europe est en train de bouger, se prépare à la guerre qui n'a pas encore commencé. Et donc le fait que ce colonel français écrive un livre sur les armées françaises et le besoin de se préparer à la guerre interpelle beaucoup de ses contemporains. Oui, donc tu dis qu'on est en 1938, donc là, quelques temps après, à partir de 1940, dont nous célébrons aujourd'hui le 18 juin, c'est là où De Gaulle va vraiment entrer dans l'histoire et se faire connaître. Et c'est intéressant tout ça, toute cette première partie de sa vie et de montrer qu'il a été tout le temps écrivain et qu'il a toujours écrit. Avec Hassan Moubarak, que tu connais bien, du podcast Code 9 en histoire, on échange souvent et lorsqu'on fait parfois des émissions communes, on est toujours très intéressé lorsqu'on lit une biographie de voir les premières parties de grands personnages qui sont moins connus que le reste. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la particularité et l'originalité de beaucoup de biographies, c'est parfois de mettre en avant cette première partie. Donc, je trouve très intéressant là, toute cette première partie de cet épisode où on est bien revenu sur ses premiers écrits et même sa carrière que beaucoup peut-être ignorent de nos auditeurs et téléspectateurs. Donc, je disais, 1940 approche. J'imagine que la guerre, la résistance, l'exercice de pouvoir vont le tenir loin de sa plume, non? Oui, alors peut-être d'abord pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est vrai que De Gaulle est né en 1890. Oui. On oublie souvent de dire qu'en 1940, De Gaulle a déjà 50 ans. Une grande partie de sa vie Mm. s'est faite avant les événements qui le font connaître des Français, comme général de brigade à titre temporaire, comme combattant pendant la guerre 40, comme ministre, sous-secrétaire d'État à la guerre justement dans ces jours tragiques de mai-juin 40, et puis comme chef de la France libre, l'appel du 18 juin, le comité français de libération nationale, et puis le gouvernement provisoire de la République française à la libération. Il y a vraiment toute une vie. Et on ne peut comprendre De Gaulle qu'en prenant en considération cette vie et notamment ses écrits. Mais c'est vrai, la guerre, la résistance, l'exercice du pouvoir le tiennent éloigné de sa plume, ou en tout cas les discours qu'il fait, ce sont des discours produits dans l'immédiat. Et d'ailleurs, la première publication au sens littéraire du terme du général de Gaulle, ce sera après la guerre en 1945. Il est encore président du gouvernement provisoire et il fait publier un recueil
des textes qu'il a pu écrire par le passé. Alors, différents petits textes qui ont été écrits entre 1925 et 1940, un texte sur la protection des frontières et les places fortes françaises, ses discours et messages qu'il a pu faire pendant la guerre. Et puis, il va y avoir une autre chose, c'est en 1954, 10 ans plus tard, donc là maintenant, De Gaulle s'est retiré, il n'est plus en politique, il avait créé un parti, il avait essayé de prendre le pouvoir, il n'a pas réussi, et là il publie presque à titre de fin de carrière, ayant pris du recul avec la vie politique et puis avec la conduite du pays, il publie ses discours et messages qu'il a fait pendant la guerre en 1954 aux éditions Berger-Levrault. Et c'est la première étape d'un travail historique sur lui-même, puisque De Gaulle veut raconter De Gaulle et va se lancer dans l'écriture de ses fameux mémoires de guerre. Oui, donc on connaît 1958, etc. Mais une autre date importante, d'après ce que tu dis, c'est le vrai retour du général de Gaulle, c'est 1954, c'est les mémoires de guerre après, c'est ça? Oui, parce qu'en fait, De Gaulle quitte le gouvernement provisoire en 1946. Il se lance d'abord dans une aventure politique que je viens d'évoquer, le Rassemblement du peuple français en 1947, qui est un parti. Ce parti essaie de conquérir le pouvoir et présente des candidats aux municipales, aux législatives. Et puis, le parti s'érode à partir de 53. De Gaulle prend du champ, retourne dans sa propriété privée de Colombey-les-Deux-Églises en Haute-Marne et décide de se consacrer à l'écriture de ses mémoires de guerre pour raconter sa guerre. Alors, pourquoi il le fait? D'abord parce que il y a un travail d'époque. Certains de ses contemporains, je pense notamment à Winston Churchill, sont eux aussi en train de raconter leur guerre. Et donc, De Gaulle tient à raconter son expérience personnelle de la guerre. Il a 64 ans et il se pense à la fin de sa vie. Il ne sait pas qu'il reviendra au pouvoir. Il ne pense pas revenir un jour au pouvoir. Et c'est un travail énorme parce qu'il réunit plus de 3000 documents historiques, des discours, des notes internes, des documents de la France libre, des témoignages d'anciens compagnons pour pouvoir écrire ses mémoires. Il va être aidé d'un normalien qui s'appelle René Trotabat, qui va vraiment l'aider dans la compulsion de ses documents et puis l'écriture de ses mémoires. Et ça va être tout de suite un succès éditorial. Hein. De Gaulle va vendre 100 000 exemplaires de ses mémoires en un mois et le livre sera diffusé dans le monde entier, aux États-Unis, en Union soviétique, dans la plupart des pays européens, en Israël, à Hong Kong. Les mémoires de guerre sont à l'époque traduites dans 25 langues, ce qui montre le prestige du général de Gaulle, mais aussi l'importance que jouent ses mémoires dans la construction de son image nationale et internationale. C'était un général qui est devenu le chef de la résistance, puis un homme politique, et là, il quitte la politique, il entre dans le champ de l'histoire. Et d'ailleurs, l'académicien Marcel Arlan, qui commente la publication de ses œuvres, et on lui dit, mais c'est quoi? C'est un livre d'histoire, c'est un livre de politique. Il répond, il est vain de se demander devant une telle œuvre ce qui est de l'écrivain, ce qui est de l'homme et ce qui est de l'histoire. C'est dire que De Gaulle a quitté finalement la scène politique, il est rentré dans quelque chose d'autre et dans une mémoire collective des Français. C'est une très belle phrase en tout cas, c'était très bien écrit, c'était très bien dit. Donc ça, c'était le premier tome des mémoires de guerre, mais il y en aura deux autres, c'est ça? Oui, alors De Gaulle va publier le premier tome de ses mémoires qui s'appelle L'Appel, Hmm, justement en référence à cet appel du 18 bien juin qu'on a sûr. beaucoup évoqué. Il va y avoir deux autres tomes qui vont paraître, L'Unité en 1956 et puis Le Salut en 1959, le troisième tome qui paraît alors que De Gaulle est revenu au pouvoir en mai-juin 1958, mais De Gaulle d'abord prend du temps parce qu'il fait ce travail quasi seul. J'ai évoqué le normalien Trotabat qui l'aidait dans la collecte des documents, mais c'est vraiment lui qui écrit tout seul, qui se corrige. Il passe des dizaines et des dizaines d'heures chaque semaine à écrire ses travaux. Il s'autorise de temps en temps une partie de réussite sur sa table de bridge et c'est vraiment son seul petit plaisir à côté de ses mémoires. Il va quand même avoir l'accompagnement de sa fille, Elisabeth, qui retape ses textes à la machine. André Malraux, avec la carrière et le style qu'on lui connaît, qui fait partie des relecteurs chevronnés de l'œuvre du général de Gaulle, mais il va travailler seul sur ses mémoires et il va vraiment entrer dans une période qui va de 1954 à 1958, 4 ans de rédaction de Gaulle par De Gaulle. Et c'est important pour lui parce que par ailleurs, les autres contemporains qui font leur mémoire, que j'évoquais tout à l'heure, à l'image de Churchill, n'ont pas toujours la même version de l'histoire et ne Hmm. racontent pas toujours les mêmes choses. Alors les subtilités sont légères, mais c'est amusant pour les historiens, justement, d'essayer de déceler aujourd'hui qui dit le vrai, qui dit le faux. Et une des dernières biographies du général de Gaulle qui a été publiée il y a quelques années, maintenant, il y a 5 ans, par Julian Jackson, s'intéressait à comparer
des sources archivistiques françaises, des sources archivistiques anglaises et américaines, et puis les mémoires qu'ont laissé les grands personnages de l'époque, justement pour pointer du doigt des visions parfois différentes ou des récits parfois différents de cette guerre, une sorte de guerre des mémoires entre Churchill et De Gaulle. Et Pierre Assouline d'ailleurs récemment produit un documentaire très intéressant sur Churchill-De Gaulle, la guerre des mémoires. Comment, 10 ans après les faits, racontent-ils chacun cette guerre? Et c'est intéressant parce que on voit bien que De Gaulle distingue bien le De Gaulle qui écrit l'histoire et le De Gaulle qui fait l'histoire. Parce que de nouveau, donc en 1958, tu le dis, il revient au pouvoir, il devient ensuite président de la nouvelle Cinquième République, et là, de nouveau, s'écarte l'homme de lettres. Oui, parce que écrire, c'est aussi avant tout prendre du temps et avoir du temps. Et donc De Gaulle, revenu aux responsabilités nationales, n'a plus forcément ce temps. Il ne se replonge d'ailleurs dans l'écriture que après son départ de l'Élysée, après le référendum raté d'avril 1969. Et là, il fait d'abord un travail. Il décide de publier les discours et les messages qu'il a pu faire depuis 1940 jusqu'en 1969. C'est-à-dire ce qu'il a fait pendant la guerre. Il avait déjà publié un livre en 1945 de discours et messages lus pendant la guerre, mais il souhaite créer une sorte de base archivistique de tous les discours qu'il a pu faire, parce que c'est quelqu'un qui est soucieux de sa marque dans l'histoire, de la mémoire qui existera de lui après le gaullisme. Et puis après avoir écrit ses mémoires de guerre, ayant quitté le pouvoir, il se décide à écrire l'autre partie de ses mémoires, les mémoires d'espoir, où il raconte son retour au pouvoir, cette décennie de présidence gaulliste, de la création de la Ve République à ce référendum raté d'avril 1969. Et le premier tome va apparaître chez Plomb en 1970, en couvrant la période 1958-1962, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la guerre d'Algérie, et il va raconter la naissance de la Ve République, les premières réformes, le gouvernement de Michel Debré, cette guerre d'Algérie qui pèse aussi sur l'histoire du pays, et c'était important pour lui de donner cette vision des choses, alors qu'on n'est même pas 10 ans après les faits. Il va surtout aussi insister sur son expérience personnelle du pouvoir, sa présidence, sa vision des institutions. Pourquoi? Parce que De Gaulle parti, il a un successeur, Georges Pompidou, qui vient d'être élu président de la République, qui a sa pratique des institutions, qui a sa vision des institutions. Et donc De Gaulle veut laisser, avec ce premier tome des Mémoires d'espoir qui s'appelle Le Renouveau, il veut laisser finalement une forme de définition de ce qu'est pour lui la Ve République et de ce qu'est pour lui le gaullisme. Et est-ce qu'il va avoir le temps d'écrire la suite de ce premier tome? Alors, il va écrire les premiers chapitres d'un second tome qui lui s'appelle L'Effort après le renouveau, qui va paraître en novembre 1970, qui va paraître pardon en mars 1971. Le général de Gaulle est mort en novembre 1970 et donc ce second tome paraît à titre posthume, c'est-à-dire après sa mort en mars 1971. De Gaulle avait commencé des chapitres, à réunir des textes, à écrire des choses sur un embryon de troisième tome qu'il aurait voulu appeler Le Terme et qui aurait couvert la période allant de 66 à 69, donc 58-62 le renouveau, 62-65 l'effort qui est paru, et puis Le Terme 66-69 qui est resté malheureusement à l'état de projet puisque le général de Gaulle a été emporté en novembre 1970. Mais les deux tomes qu'il a publiés de ses Mémoires d'espoir ont en tout cas été très largement vendus à des centaines de milliers d'exemplaires au moment de leur sortie et puis ont été traduits alors un petit peu moins que les Mémoires de guerre dans une quinzaine de langues, là où les Mémoires de guerre c'est plutôt 25 langues. La critique est d'ailleurs, la critique française et internationale, un petit peu plus dure qu'avec son récit de guerre. On lui reproche en fait finalement une vision partisane, d'écrire son propre héritage politique. Et là où les Mémoires de guerre racontaient un morceau de l'histoire française qui réunissait tout le monde, les Mémoires d'espoir racontent une vision politique du pays, racontent son rôle et les commentateurs critiquent un petit peu une vision partisane des choses. En même temps, tous s'accordent, et c'est ce qui est très truculent dans les Mémoires d'espoir du général de Gaulle, ce sont ces portraits qui sont très finement ciselés, faits à la découpe de certains personnages. On les lit vraiment avec gourmandise tant ils sont bien réalisés. Je note l'art qu'il avait de choisir des titres coup de poing, des titres très courts mais qui parlent et qui sont vraiment très forts. En tout cas, à chaque fois le terme, tu disais l'espoir. Enfin, à chaque fois, je trouve qu'il avait l'art le fil de l'épée très beau aussi. Voilà, il avait cet Tout à fait art-là. conscience de la formule.
Et Oui, on ne peut pas enlever ça à De Gaulle. Et d'ailleurs, c'est ce qui est fascinant dans ce livre pour ses contemporains comme pour notre génération et les historiens qui travaillent sur le gaullisme. C'est cette capacité à saisir une époque, à saisir une situation, à trouver les bons mots. Et moi, je trouve que c'est un régal de lire De Gaulle aujourd'hui encore. D'abord pour le fond de ce qu'il dit, mais aussi pour la forme. C'est quelqu'un qui avait une très belle plume, un sens de la formule et voilà, on peut même être ému devant certains textes que De Gaulle a pu écrire. En tout cas, c'est mon cas. oh, ben, il y a de quoi lire en tout cas. Oui, alors il y a donc toute cette bibliographie qu'on vient de voir ensemble, et puis c'est pas tout. Oui. Il faut savoir qu'en 1975, donc 5 ans après la mort du général de Gaulle, l'Institut Charles de Gaulle, c'était le nom que portait ce qui est aujourd'hui devenu la Fondation Charles de Gaulle, a publié une somme de tous les articles et livres inédits du général de Gaulle, notamment ses souvenirs de la campagne de Pologne. Il s'était battu après la Première Guerre mondiale en Pologne, son expérience au Levant, quelques autres textes aussi qui sont pas inintéressants. Par exemple, il écrit un texte sur le soldat dans l'Antiquité. Donc, amusant de voir comment De Gaulle, le soldat et officier du XXe siècle, voit et fantasme l'image du soldat dans l'Antiquité. Et puis par la suite, l'amiral Philippe de Gaulle et l'éditeur Jean-Luc Barré, qui vient d'ailleurs de produire une très récente et très remarquée biographie du général de Gaulle, ont édité entre 80 et 88 les lettres, notes et carnets du général. Alors ça, c'est la source de travail essentielle pour tous les historiens du gaullisme, puisque il y a à la fois des courriers, des notes, des commentaires. En tout cas, c'est un matériau très important pour faire l'histoire du gaullisme. Et ça montre à tous ceux qui se réclament ou parlent souvent du gaullisme, d'ailleurs, qu'il y a beaucoup de choses à lire et qu'on a une source sûre et véridique à laquelle on peut aller quand on veut parler du général de Gaulle et de ce qu'était le gaullisme. Bon, ben, les auditeurs et les spectateurs de ma chaîne YouTube ont de quoi lire si jamais le sujet les intéressé. Moi, en tout cas, tu m'as donné envie d'aller en découvrir plusieurs d'entre eux. Donc, merci beaucoup, Pierre, en tout cas, d'avoir pris le temps de ton temps précieux pour venir nous parler dans cet épisode très spécial pour ce jour anniversaire de l'appel du 10 juin 40, du De Gaulle écrivain, parce que je parle de littérature ici, mais on a bien vu qu'il a écrit à la fois de la fiction, des essais historiques, de guerre, des mémoires, etc. Donc un écrivain hétéroclite qui répond au De Gaulle lecteur hétéroclite. Peut-être qu'un jour ici, on pourra faire un épisode peut-être sur le De Gaulle lecteur, qui peut être également très intéressant de s'intéresser à ce que De Gaulle pouvait lire. Donc voilà, merci beaucoup, cher Pierre, et puis à très bientôt pour un nouvel épisode, parce que nul doute que tu reviendras un jour sur le podcast, sur la chaîne YouTube. Maintenant, les auditeurs te connaissent et sont habitués à ta voix et à tes analyses très fines sur l'histoire, mais pas que. Je rappelle qu'on avait fait un épisode sur la fantasy et la science-fiction, qui est une autre de tes grandes passions. Ben, ça sera avec très grand plaisir. En tout cas, j'ai été ravi de partager ce moment avec toi et avec les auditeurs en ce 18 juin. Et puis, tu l'as dit, c'est important de faire vivre l'histoire, de faire vivre la mémoire. Et c'était bien de parler du général de Gaulle dans une autre vision du personnage. Pourquoi pas, j'attrape la perche tendue. Il y a un beau sujet sur la bibliothèque du général de Gaulle. Alors, rendez-vous pour un prochain épisode. Voilà, le rendez-vous est pris. Bon, quant à vous, chers auditeurs, chers spectateurs, prenez soin de vous, lisez des livres, et puis à très bientôt pour des nouveaux épisodes du Salon littéraire et de nouvelles vidéos sur cette chaîne des Mémoires d'Adrien. Au revoir et au revoir, très cher Pierre. À bientôt.